Salut à tous, bienvenue dans Rouge à l'arrivée, vous êtes sur Paris Turf TV. On va évoquer les sujets qui peuvent faire débat en cette semaine avec une équipe dont je vous propose tout de suite la composition. Notre Blaise Matuidi, coureur de fond, c'est Cédric Bloquet. Cédric, salut. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Laurent Koscielny, c'est François Truff, il n'hésitera pas sans doute à mettre quelques semelles. Salut François. Bonjour à tous. On a notre Olivier Giroud, il a son physique, il lui manque la barbe, c'est Arsène Abitbol. Salut Arsène. Hello. Et puis, on a notre buteur, Antoine Griezmann, Sébastien Piazza. Salut Seb. Salut Bruno, bonjour à tous. Je vous invite tout de suite, si vous le voulez bien, à découvrir le sommaire de cette émission. Les chevaux étrangers raflent tout dans l'Hexagone. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec nos journalistes en plateau. Bold Eagle, Django Riff et autres Burt Parker flambent sur les pistes. Leur père, Reddy Cash, est-il déjà l'étalon du siècle? À 3 mois de l'arc, les boucs ont déjà leurs favoris et ils ne sont pas français. Nos représentants peuvent-ils inverser la situation d'ici le 2 octobre? Nos spécialistes sont partagés. Très peu de courses sur 1600 mètres au trot en France, une distance pourtant prisée hors de nos frontières. Pourquoi le mile est-il boudé sur notre sol? Nos deux battles du jour, côté coulisses, Ségolène Royal à Vincennes, coup de com' ou coup de cœur. Côté piste, Alexandre Abrivard va-t-il détrôner ses glorieux aînés? En fin d'émission, ne manquez pas les tuyaux de nos 4 journalistes. Messieurs, on attaque. Alors, de la rigueur, de la pertinence, mais surtout de la bonne humeur. On va évoquer tout de suite le premier sujet. Il concerne les concurrents étrangers, tant au galop qu'au trot. Je vous invite à découvrir ce premier thème. Samedi, sur l'hippodrome d'Anguin, dans le prix de la Porte Saint-Martin, il s'est passé un événement assez incroyable. 10 des 14 trotteurs étaient italiens et les 7 premières places, Sébastien, sont prises par cet Italien. Ouais, c'est vrai, il fallait probablement s'attendre à un résultat de cette sorte. Voilà. C'est des choses qui arrivent régulièrement, de plus en plus souvent d'ailleurs dans le programme français. Alors on va évidemment en débattre et se poser les questions pourquoi et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Mais c'est vrai qu'on est habitué désormais à avoir beaucoup de concurrents étrangers venir batailler avec réussite, même avec grande réussite, au trot comme au galop dans l'Hexagone. Alors il y avait 20% de trotteurs étrangers pendant le meeting d'hiver et j'ai une stat Bruno qui peut vous intéresser. Depuis le 1er juin à Vincennes et Anguin, il y a eu 24 courses européennes à l'attelé. Et sur les 24 courses, il y a eu 16 chevaux étrangers qui ont gagné. Ça en fait 2 sur 3, c'est énorme. Ouais, ce qui est magnifique, si on fait les statistiques à l'année au trot, sur les courses qui sont ouvertes aux étrangers, un tiers des allocs, voire même un petit peu plus, partent dans les caisses des étrangers. Oui, c'est vrai. Donc, après, ça peut aussi servir à certains entraîneurs français. On l'a vu notamment avec Fabrice Soulois, qui s'est désormais fait une réputation d'excellent metteur au point de chevaux étrangers. On l'a vu briller au plus haut niveau avec plusieurs représentants. Mais à l'inverse de ça, évidemment, ça peut poser problème parce qu'on a le sentiment quand même qu'ils prennent un petit peu l'argent des Français, même si il ne faut pas faire un excès de chauvinisme, bien évidemment. Mais il y a peut-être des solutions à trouver. Les Allemands, au galop notamment, sont très présents. Il y avait les Espagnols, mais on refait les courses en Espagne. Je crois que c'est seulement 17% en ce qui concerne le galop que les étrangers arrivent à prendre en France. Oui, mais il y a surtout beaucoup de professionnels qui viennent s'installer en France, notamment beaucoup d'Italiens. Alors je ne sais pas avec le Brexit si ça posera un problème pour les entraîneurs anglais qui voudront s'installer à Chantilly, parce qu'il faudra peut-être un permis spécial, mais c'est vrai que l'attraction des allocations du système français fait que de plus en plus de jockeys et de professionnels viennent en France. Il ne faut pas se tromper, aujourd'hui la France c'est l'Eldorado des courses au trot comme au galop. L'Italie c'est moribond. Ah ben, c'est catastrophique l'Italie, évidemment. Les gens n'ont pas été payés depuis la fin de l'année 2015. Donc c'est un grand pays d'élevage et de course, l'Italie. C'est moribond maintenant, c'est d'une tristesse. J'ai discuté il y a peu avec Mathieu à Monaco qui me disait que pour eux, c'est le rêve de venir s'installer en France. Hein. Mais c'est pareil, après, bon, Sébastien, tu dis que ça peut effectivement prendre l'argent pour les Français, mais après, le bon côté, c'est que ça rehausse aussi le niveau de la compétition. C'est pareil en place, c'est pareil au galop, c'est pareil en obstacle, à Auteuil, à Longchamp, à Chantilly. Il y a des courses pour les étrangers, c'est même plus des razzias, c'est des chasses gardées. Vous avez le prix Morny pour les 2 ans, Deauville, mois d'août, 1 sur 10. 1 sur 10, c'est quoi? C'est un Français gagnant lors des 10 dernières années. C'est l'abbaye de Longchamp, c'est pareil, non? C'est pareil, l'abbaye, c'est pareil. Messieurs, là, on est dans le constat. Les solutions, elles sont où? Un monsieur comme Joël Allais, il a peut-être des solutions. Je vous invite à regarder, à voir ce qu'il nous a déclaré. Joël Allais, qui est un très grand professionnel, il dit « Notre programme est basé sur les gains. Les allocations sont nettement inférieures, ce qui favorise beaucoup les trotteurs étrangers. Si on ajoute la qualité de leur élevage, que vous venez de dire, ils se présentent souvent déclassés dans nos courses. On a vu des chevaux courir des catégories A à Vincennes, qui étaient des chevaux capables de gagner groupe 1. Bien sûr.
Ouais. Donc ça, c'est le constat, évidemment. Alors, est-ce qu'on a des solutions à apporter? Moi, je pense que l'une des solutions qui pourrait être trouvée, c'est procéder à ce qu'on appelle la taxe Tobin, avec une majoration finalement des gains pour les concurrents qui sont étrangers et qui viennent courir sur notre territoire. Alors, ce serait à la société organisatrice de délimiter et de fixer cette majoration, mais au moins, ça pourrait rétablir d'une certaine manière le niveau entre les concurrents étrangers et nos concurrents français. C'est valable pour le trot, ça. Pour le galop, qu'est-ce qu'on fait? On les pénalise au poids? Non, pour le galop, de toute façon, le problème ne commence qu'à intéresser les Anglais qui sont vraiment en retard aux allocations, les Italiens, mais il n'y a pas de razzia encore sur le programme. De toute façon, moi, je ne suis pas pour un protectionniste pur et dur. Il faut quand même que les meilleurs viennent et gagnent et s'installent. Si on a de bons professionnels étrangers qui sont capables de tirer vers le haut les courses françaises, et bien qu'ils viennent. Alors, justement, Joël Allais, il le dit d'ailleurs, il le dit, c'est bien beau ça, qu'on est tous d'accord que plus il y a de compétition, plus la qualité est là, tant mieux. Mais il faut qu'à un moment donné, les chevaux partent. Vous le savez bien au galop, avec le système des handicaps. L'idée, c'est qu'on puisse partir à des valeurs équivalentes quand même. Voilà. Vous savez ce que dit Jean-Pierre Dubois, qui est quand même un grand bonhomme? Il dit qu'il faudrait ouvrir les courses de 2 ans aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il dit... Je ne suis pas sûr qu'Yves soit d'accord. Non, d'accord. Mais si on ouvrait les courses de 2 ans, qu'est-ce qui se passe en France? Ils viennent à Paris. Ils vont pas à Saint-Brieuc, ils vont pas au Mont-Saint-Michel ou autre chose. Si on ouvrait les courses de 2 ans, qu'ils avaient des kilomètres et tout ça, peut-être que les catégories s'affrontant, les choses seraient un peu plus usées. Et du coup, ça permettrait à 3 ans et à 4 ans, eh bien, que les Français les dominent facilement, non? Mais je pense que le problème n'est pas le même au trot et au galop, parce qu'effectivement, au trot, c'est la question des gains qui fait foi. Au galop, c'est un entraîneur qui va venir s'installer en France, il va venir avec ses propriétaires, des propriétaires qui vont investir en France. Donc c'est tout bénéfice pour le monde du galop. C'est pas du tout la même chose qu'au trot, effectivement, parce qu'il y a une disparité et un déséquilibre au niveau des gains. Effectivement, il faudra rétablir. Au galop, ça fait longtemps que la globalisation a eu lieu. Ça fait très longtemps qu'il y a des Japonais qui viennent, on va aux États-Unis, on va aux 4 coins du monde. Au trot, c'est plus européen quand même. On a du mal à trancher, on l'a bien compris. En tout cas, c'est un sujet transdisciplinaire, galop et trot. Messieurs, merci. On va évoquer, si vous le voulez bien, désormais notre deuxième thème. Ridicash est-il l'étalon du siècle? Ça fait seulement quelques années que ce concurrent qui avait remporté en compétition 2 prix d'Amérique est étalon, mais quoi qu'il en soit, il fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre, pourquoi? Parce qu'il est le géniteur de Bold Eagle. On va revenir le jour du René Ballière et Bold Eagle s'impose, mais ce jour-là, il y avait également Django Riff et on en parlera, et tous deux sont issus de Ridicash, Cédric. Ah oui, Ridicash, il est déjà en tête au niveau des étalons, devant des étalons comme Love You et Prodigious, avec seulement 4 générations. Il fait des gagnants de groupe 1 tous les ans. Donc c'est vraiment un début exceptionnel. On n'a quasiment jamais vu ça pour un étalon. Maintenant, il va falloir confirmer. Mais avec des chevaux comme Bold Eagle, Charlie Dunoyer, je ne vois pas pourquoi il ne confirme pas. Votre question dans le thème, elle est provocante un petit peu parce que c'est compliqué de dire étalon du siècle. C'est trop tôt pour le dire, bien évidemment. N'empêche que jusqu'à présent, on n'a quasiment jamais vu un étalon être aussi performant, aussi rapidement. Il répond à une demande qui est de plus en plus importante, évidemment. Et finalement, il regroupe toutes les qualités requises aujourd'hui, en 2016, du vrai bon étalon. En trop, il a une explosivité, il arrive à donner à ses produits tout ce que finalement, lui, arriver à matérialiser en compétition. C'est assez exceptionnel. Au début, certaines personnes pensaient que les Ridicash allaient être surtout précoces. Ils allaient seulement réussir chez Philippe Allaire. Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Mais pas que. Mais maintenant, quand on voit des Bold Eagle, des Burt Parker ou Charlie Dunoyer, c'est des chevaux. C'est important ce que vous dites, Cédric, parce que Philippe Allaire nous a parlé. Et vous savez, lui, sans se ruiner vraiment jusqu'au bout, il a quand même fait tapis sur cet étalon. 3 étalons m'ont marqué, dit-il, Chambompé, Cocktailjet et Ridicash. Il y croyait tellement qu'il a fait tapis sur ses premiers produits. Et bien lui en a pris, Sébastien. Oui, il y a eu J'aime bien cette expression, faire tapis, elle est belle. Ouais. Mais avec Léa, il a eu une réussite déjà assez hallucinante. Il y a eu Avila qui a gagné. En matière d'élevage, avoir des couilles en or est une expression qui a du sens. Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, le cadre Ridicash, c'est marrant parce que ça pourrait nous amener à la situation de 2009, où en 2009, vous aviez Love You, 35 000 €. Qui était donc plus cher que le plus cher des étalons au plat King's Best à l'époque, 15 000. Vous voyez? Et là, Ridicash, il a quoi, 20, 22 000? C'est ça? Oui, c'est ça, vous avez et là, vous avez Le Havre à 35 000, mais à ce rythme-là, il est possible que Ridicash, d'ici 2, 3, 4 ans. Mais par rapport aux saillies étrangères, au galop, on en est bien loin. Oui, mais en France, en France, je parle. Alors, vous parlez de l'étranger, sachez que pour le moment, il y a un cheval qui a marqué de son empreinte l'Europe, voire même le monde. Il s'agit de Love You. Et avant qu'il ne devienne Love You, va peut-être s'en passer, Sébastien. Oui, c'est certain. Mais
peut-être que Love You, il faut vraiment s'attarder sur les premières productions qu'il a réalisées, mais il n'a pas obtenu la même réussite que Ready Cash a donné constante, si vous voulez. Donc voilà, moi je suis vraiment assez impressionné par ce qu'il réalise, cet étalon. Et voilà. Sperme frais, et en plus, il attire énormément les étrangers. Bien sûr. Les Italiens en sont fous, les Suédois également. Les Suédois, et même en Australie, ils veulent du Ready Cash. Jean-Pierre Dubois, qui a été chercher le sang métissé aux États-Unis. Quand je lui ai posé la question, quand j'avais fait la rencontre avec Aleked, il dit j'ai été chercher du sang métissé aux États-Unis parce qu'en France, tous nos étalons, quand ils arrivaient à la reproduction, ils étaient cuits. Et je reprends son expression, cuits. Alors, Bellino 2, on n'en parle pas. Ourasi, incapable de reproduire. Si on les cite, Idéal du Gazo, tout ça, Montourbillon. Ça, c'est important, François, ce qu'il raconte. Pourquoi ? En 2 mots, simplement. Ouais. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que les gagnants de Prix d'Amérique ne sont pas forcément de grands reproducteurs. On l'a vu par le passé. Comme les grandes championnes ne sont pas forcément des grands reproducteurs. Et là, en l'occurrence, Ready Cash, il est à la fois double lauréat du Prix d'Amérique et il se révèle être un formidable étalon. Donc ça, il y a eu Cocktail Jet quand même qui est un mais il n'y en a pas 150 millions. Non, c'est sûr. Il y a Jamie Bello aussi qui est un bon reproducteur. On peut faire la monte pendant sa carrière. Et pour compléter vos propos, Jean-Pierre Dubois me dit qu'il est allé à Ready Cash, 5 chevaux cette année, il en a 3 de qualifiés, il me dit ils ont tous la pointure parisienne. C'est quand même il a beaucoup de filles de Love You et en fait il croise très très bien avec les filles de Love You. Et maintenant on fait le croisement inversé, on met Love You avec des filles de Ready Cash qui commencent à arriver. On va vite là, on tire des conclusions un peu rapides sur la comète concernant Ready Cash ou c'est avéré? Évidemment que c'est un petit peu présomptueux de dire que c'est l'étalon du siècle, mais il y a toujours eu des chefs de race par le passé aussi. Il y a eu Kerjak, il y a eu Chambompé, il y en a toujours eu. Ça c'était très bien. Quand vous voyez Jacques Pauque, Kerjak, il a tout dit, Kerjak. Mais parlez à Jacques Pauque de Ready Cash, vous allez voir, il a les yeux qui s'illuminent. Ready Cash, ça pourrait devenir le Galiléo du trot. Lui, le gros avantage qu'il a, c'est que c'était un crack en course. Donc crack en course et peut-être crack étalon. Comme Galiléo, exactement. Pareil. Mais ces produits ont déjà gagné 20 groupes 1 en 4 générations. C'est sensationnel. Mais la prochaine question, ça pourrait être Urbancy est-elle pas la poulinière du siècle de toutes les histoires des courses? Elle l'est déjà, je pense qu'elle l'est déjà. Elle a produit Six Stars, elle a produit son Galiléo. étalon et eux-mêmes tracent. Et donc on va retrouver un bon étalon aussi. Oui, mais si on parlait tout à l'heure des prix de saillie, il y a une variation phénoménale entre les prix de saillie des trotteurs aux alentours de 20 000 € et les grands étalons américains qui peuvent valoir jusqu'à $300 000 pour Tapit. Sans prêt, t'es à 500 000 $. Mais les plus chers sont en Europe, c'est pas aux États-Unis. Le plus cher, c'est Galileo, ils disent c'est private, mais les estimations, c'est 400 000 livres. 400 000 livres. Ok, merci en tout cas. Je pense qu'on a été relativement exhaustif sur ce sujet. François, on a une fille de tapis dimanche à Chantilly. On l'a compris, vous avez réussi à le placer quand même. On va évoquer tout de suite, si vous voulez bien, après avoir fait le tour de ce thème, notre première battle. Alors, on a 2 journalistes qui ne sont pas d'accord sur le plateau pour évoquer la présence de Ségolène Royal sur l'hippodrome de Vincennes. Était-ce de la com ou au contraire, est-ce une main tendue vers nos amis des courses? On va le savoir dans quelques instants. Elle est venue dans le cadre du René Balière. On la retrouve ici avec le président du cheval français, Ségolène Royal, qui était présente pour assister aux victoires de Bold Eagle et à celles également de Django Riff. Alors, je vais demander à la régie si on est prêt pour évoquer cette première battle. François Truff, lui, pense que c'est un coup de com'. Est-ce qu'on est prêt en régie? On est parti, François, 30 secondes pour vous exprimer. La ligne droite, pour vous, c'est un coup de com'. Je souhaite me tromper, mais je n'oserais pas demander à Madame Ségolène Royal, Madame la Présidente, pensez-vous à la présidentielle quand vous vous rasez le matin? Vous rasez les jambes, évidemment. Donc, mais on est toujours avec les politiques dans la séduction et on courtise l'opinion. C'est comme ça. Et je serais vraiment étonné que du jour au lendemain, Ségolène se soit découvert une vraie passion pour les courses. Si c'est le cas, c'est formidable. Mais je suis un petit peu sceptique à ce niveau-là. Bon, en tout cas, les arguments sont forts, on a bien compris. En revanche, Sébastien Piazza, lui, pense que c'est peut-être pour prendre le pouls un petit peu d'une activité qui est un petit peu déclinante et qui rapporte quand même beaucoup d'argent à l'État. Oui, effectivement, et je ne suis pas... je suis pas forcément étonné de la sensibilité que peut avoir Ségolène Royal pour le milieu équin et en particulier pour les courses hippiques. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle a participé activement à la manifestation à Nonan-le-Pin. On s'en rappelle pour GDE, donc c'était quand même de sa part un acte fort. Sa présence à Vincennes pour la plus belle réunion de l'année me paraît également assez importante. Il faut savoir également que l'hippodrome de Vincennes souhaite se doter du fameux écolabel. Donc c'était aussi à ce titre qu'elle était présente sur la cendrée parisienne. Donc moi je pense qu'effectivement ça peut être un coup de com', mais c'est bien que des politiques comme ça viennent... Terminé. On a compris, c'est vrai, mais le temps doit être respecté.
En tout cas, c'était un véritable événement. Et je me rappelle que la dernière fois qu'on a eu un président de la République sur un champ de course, eh ben, c'était Mitterrand. Ah ouais, Ça fait un moment. Hein. Et c'était pour ce qui devait être la 4e victoire consécutive d'Ourazi. Ouais. Et François. notre président a arrêté Ourazi ce jour-là. Il l'a arrêté. Allez, c'est terminé. Donc peut-être, Arsène, un avis sur ces deux battles qui, pour vous, est le gagnant de cette battle? Bah écoutez, pour moi, c'est légèrement un avantage léger à François Charles. Je crois effectivement que c'est plus un coup de com'. Non, mais moi, je souhaite sincèrement me Ok, tromper. Hein. les messieurs, on va pas refaire le débat. En tout cas, moi, les arguments de Sébastien m'ont plutôt plu. Cet éco-label et puis cette histoire de 90 pas. Tout de suite, on évoque un nouveau thème et qui concerne l'Arc 2016. La plupart des classiques en France et en Europe sont courus. L'occasion pour nous peut-être de faire le point sur ceux qui pourront, le premier dimanche d'octobre, se mettre en évidence sur l'hippodrome de Chantilly, sachant que Longchamp est en travaux. On a des Français qui ont été relativement convaincants, on a des chevaux anglais, on a des chevaux japonais. On va peut-être tout de suite avoir un élément sur lequel on va s'appuyer pour commencer ce débat. Ce sont les cotes que propose François, les books anglais, et ils ont mis 4 chevaux devant notre Français, la Cressonnière. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que ce que l'on a vu de l'autre côté de la Manche est bien plus impressionnant, bien plus séduisant, bien plus convaincant que malheureusement du côté français. Je souhaiterais dire le contraire, mais depuis le départ de Trèves, le vide n'a pas été comblé. Donc la Cressonnière qui arrive en 6e, ça me paraît logique. Très haut Mindy qui est très impressionnante, Arzand, et puis moi, j'ai un petit coup de cœur pour US Army Ranger. Moi, si je devais jouer maintenant sur l'Arc de Triomphe, c'est mon gagnant de l'Arc de Triomphe. Pourquoi ? Il a couru que 3 fois. Il a été 2e du derby, malheureux. Il aurait pu battre ce jour-là Asman si ça se passe mieux. Depuis la parcouru, j'ai l'impression qu'il est réservé pour l'arrière-saison et c'est leur coup de poker. Hein. Non, je suis d'accord. US Army Ranger, je pense qu'il a perdu le derby par son manque de métier. Et il a eu un Almanzor, mauvais la parcours. Cressonnière, ils ne sont pas de ce niveau-là? Almanzor, je le situe en dessous de la Cressonnière. La Cressonnière, il ne faut pas oublier qu'elle est invaincue. C'est la seule qui est invaincue. On a toujours battu ce qu'on lui a demandé de battre. Hein. Oui, non, mais tous les autres, ils ont été battus. Elle n'a jamais été Votre avis battue. est important, On mais ne connaît les pas ratings ses anglais. limites. On connaît pas ses limites. Et les déjà. ratings anglais, ils disent quoi? Les ratings anglais, ils disent que Postpone, c'est le meilleur cheval d'âge. En bon Il a terrain, gagné il est partout, il a gagné imprenable. dans le monde entier. Il a Postpone. gagné dans le monde entier, il a gagné à Meydan. Je souhaite à Jean-Claude Rouget et tout oui. son entourage de l'avoir brillé le jour de l'Arc. Mais Ouais, il y a quand même, à mon Elle est sens, un gentille. fossé On énorme verra, entre on verra les. s'il est gentil. On verra. Et puis ces chevaux anglais là dont on parle, ils ont quand même un atout supplémentaire par rapport au nôtre, c'est l'aptitude aux 2400 mètres. Oui, mais Laura, la Cressonnière, déjà, je pense, parce que mais on ne sait verra, pas si elle peut le faire on encore. verra Elle n'a dans jamais le couru prix Vermeil. Il y en 2004. a beaucoup qui disent que Postpone, Arzand, Minding, Ouais. c'est des chevaux qui font en 2004 Certes. sans aucun problème. Mais Minding, mais moi, il faut lui laisser sa chance. Ah, bah, bien sûr. Le programme veut qu'il n'y a pas 2004. Donc sinon, elle doit aller à Epsom. Mais est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Le Est-ce vrai que c'est problème, pas ça le après, vrai problème elle peut se prendre une tôle à Epsom. Epsom, c'est comme ça. Hein. Ah ouais. Ensuite, il y a le prix Vermeil contre les femelles. Là, c'est bien mieux. C'est sur le parcours de l'Arc. C'est 2400 mètres. Là, on d'accord verra. Et là, on verra. Et les il y en a Japonais, beaucoup qui là-dedans, disent qu'elle va pas tenir. Japonais. Il ne faut pas oublier que le père de mère de la Cressonnière, c'est qui? Ready Cash. C'est Galiléo. Voilà, c'est Galiléo. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Les Japonais, Maikaiki, ça vaut quoi? Makaeki, c'est un très très bon cheval. Il a perdu les guinées japonaises du minimum d'un cheveu. Ensuite, il a gagné le derby. Le Japon. C'est Christophe Lemaire qui doit le monter, ouais, non? c'est le maire, Ouais. exactement, Sébastien. C'est vraiment un super pays qui mérite son arc. Ils auraient dû gagner avec Orfèvre, Bah à mon oui. sens. Hein, mais Eh ben, bon, si c'est je comme suis ça, japonais hein. ce jour-là, je me fais harakiri Elle sur le condore pas champion, ça, c'est un sinon, direct. qu'il y avait- Hein. Mais c'est vrai que Ouais, ça fait ils vont des faire années ça, qu'ils viennent, ouais. ils vont finir par gagner cette Elle année. Oui, condore pas certainement, ça. Combien certainement. d'engagés? Ils sont 11, non, à être engagés dans l'Arc? Ils étaient 11, ils sont plus qu'un. Ah Ouais. bon? Il y Bah, avait- vu, il y ça avait coûte combien 14, pour supplémenter C'est pour ça, je enfin, me pas dis. supplémenter, mais conserver l'engagement. Conserver l'engagement, je sais pas comme ça, mais ce que je peux te Messieurs, dire par contre, Cédric, je c'est sais pas, que je sais pas, c'est pas une réponse, Arsène. faire venir un cheval du Japon, c'est combien? C'est environ 200 000 euros. D'accord. Il y a les Ça calme. quarantaines, Faut être sûr de il y a son la coup. quarantaine, tout ça, non? Il y a la j'imagine, ouais, quarantaine. c'est compliqué. Et Cédric, il voulait en placer une sur Minding. Ouais, Plus de Minding, 60 ouais. jours, il est plus japonais. Allez-y. Je voulais demander l'avis à Arsène Ouais. sur Minding, Ouais. parce que moi, je trouve que c'est vrai qu'elle l'a fait avec la manière, mais pour moi, elle n'a rien battu. Je suis La dernière d'accord. fois, il y avait 5 partantes. L'avant-dernière fois, il y avait 7 partantes. Il fallait enlever son leader. Enfin, vous me T'as demandez pas raison. mon avis, mais je vais vous le donner quand même. Pour moi, Ouais. c'est Arzand qui va gagner l'Arc. Pourquoi? Ah, c'est impressionnant, réaliser le doublé qu'il a réalisé ces derniers temps. Le cheval, il est sur la montante, il a 3 ans.
contrairement à Postpone qui a peut-être plus d'expérience, mais qui est peut-être aussi un petit peu moins fringant que Arzand. Voilà. Et d'ailleurs, Alain Dorier-Dupré, on fait une bouteille. Je suis inquiet parce que la Grand Cru de Bordeaux là, Seb, parce que moi c'est US Army Ranger. Il sera devant. C'est peut-être le couplet. Et moi c'est Postpone. Moi je prends Bol des gueules. Allez. En tout cas, les arguments du trotteur me semblent plus convaincants que ceux des deux galopeurs. Moi, Arzand, je sais pas, j'adhère un petit peu dans. Mais non, il l'aurait battu l'autre jour, US Army Ranger. On peut pas dire, on peut pas savoir. En tout cas, les forces françaises pour vous, on peut pas faire les pas de chance pour gagner. Zarak, la Cressonnière, Almanzor. Et puis il y a Silver Wave. Silver Wave gagne le Grand Prix de Saint-Cloud. Le Grand Prix de Saint-Cloud, c'est bien gentil, mais je le vois plus placé que gagnant. C'était pas un grand Grand Prix de Saint-Cloud, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, messieurs, j'ai pas l'impression quand même que les Français vont avoir le moindre mot à dire dans cette épreuve. Le sport numéro 1, c'est la Cressonnière, c'est clair. C'est peut-être l'incertitude. En tout cas, voilà, on l'a vu. Merci pour avoir été, on l'espère, assez exhaustif sur ce débat. On va, si vous le voulez bien, passer à notre deuxième battle. Alors, il y a un garçon qui défraye la chronique en ce moment, il se nomme Alexandre Abrivard, son papa est un homme très doué, mais lui, il est vraiment en train d'écrire son histoire. Il ne cesse de s'illustrer dans les groupes 1 et il a, depuis le début de l'année, réalisé de véritables exploits. C'est une génération, celle d'Alexandre Abrivard, qui a une dizaine d'années que moins environ que celle de Mathieu Abrivard, d'Éric Raffin, de Franck Nivard, qui ont fait les beaux jours des courses françaises au trot monté notamment. Y a-t-il une passation de pouvoir ? On peut peut-être se poser la question, et on a d'ailleurs deux journalistes qui sont tout à fait opposés sur le sujet. D'un côté, Cédric Bloquet, qui lui pense bien que les anciens font de la résistance et qu'ils sont encore bien présents, ils le montreront bientôt. Puis de l'autre côté, on a Sébastien Piazza, qui lui, au contraire, pense que peut-être il y a une nouvelle étoile qui vient de naître. On va tout de suite, avec vous, Cédric, évoquer le fait que des garçons comme Éric Raffin, et voire Franck Nivard, sont vraiment sans doute bien installés et pas prêts d'être détrônés. On est prêts en régie pour cette battle ? Allez, attention, on est parti pour 30 secondes, Cédric. Alors c'est vrai qu'Alexandre Abrivard a réalisé vraiment un début d'année exceptionnel en remportant plusieurs groupes, mais je pense surtout qu'il a bénéficié de montres de meilleure qualité, par exemple, qu'Éric Raffin, alors qu'Éric Raffin est toujours en tête pour l'instant l'étrier d'or avec 39 victoires, Alexandre Abrivard en a 30, et j'ai regardé leur pourcentage de victoires depuis le début de l'année. Éric Raffin est à peu près à 17%, Alexandre Abrivard à 18%, donc il n'y a qu'un 1% d'écart. Et vous regardez, que ce soit avec Billy Billy, Scarlet Turbo, Chancellor Citrus, c'était 3 premières chances, alors que Éric Raffin avait Booster Winner, Tornade du Dijon chez Genilou. Ok, on a compris. Est-ce que la vieille garde va être détrônée, Sébastien, par ce jeune phénomène? On va tout de suite le savoir, c'est parti. Moi, je considère que c'est juste une question de temps. Ça va être à court ou moyen terme, il va finir par remporter un étrier d'or. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de maturité en très peu de temps. Il a moins de 25 ans, Alexandre Abrivard, donc il est encore très jeune. 22 ans. Mais quand on le voit s'exprimer, même avec les médias, il dégage aujourd'hui une certaine forme de maturité qu'il n'avait pas encore il y a quelques semaines, voire quelques mois. Son père lui fournit quand même un contingent de chevaux qui est assez hallucinant, assez impressionnant en qualité et en quantité. Cédric, évidemment, il a monté des bons chevaux, mais il les a quand même gagnés, les courses. Oui, ben c'est pro. Et voilà, donc j'ai pas dit que je serais jamais. Non, c'est bon, on a compris. Chacun a donné ses arguments, donc on l'a vu. Maintenant, je vais demander à François celui qui lui a semblé le plus convaincant. Moi, je pensais que le meilleur, c'était Michel Lenoir, donc j'en suis resté là. Non et mais entre nos deux débatteurs aujourd'hui, qui est le meilleur? Là, je mettrai un dédit. Je mettrai un dédit parce que les deux arguments sont convaincants. Donc, on peut parier sur l'avenir, mais peut-être que ce n'est pas encore tout à fait fait. Ok, voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour de la question concernant cette battle. On va évoquer, si vous le voulez bien, le dernier de nos sujets. Le mile, 1609 mètres, est-il en perte de vitesse en France? En Europe, on a des courses extraordinaires, l'Edith Lopet. Aux États-Unis, on a le March of Dimes, on avait beaucoup d'épreuves de haut niveau, on a les Breeders' Crown, on a les triples couronnes. Bref, en France, on a l'impression que peu de courses leur sont accessibles. Le prix de Washington en est une, on va le voir d'ailleurs avec la victoire d'un mec d'Éripré. Ça s'est passé, Cédric, récemment, il a été impressionnant. Lui, c'est la vitesse à l'état pur. Oh bah lui, vraiment, c'est le vrai miler. On sait qu'il est moins à l'aise sur 2700 mètres de la grande piste. Ce jour-là, il aurait presque pu battre le record de la piste d'Anguin détenu par Rapide Lebel. Alors il va s'attaquer prochainement au record d'Europe détenu par Commander Crow. Ça sera sur la piste de Micheli en Finlande. On sait que c'est la piste qui est réputée la plus rapide en Europe. Donc on lui souhaite de réussir. Il sera épaulé par Trébol et Univers de Pan.
Alors un petit mot, Sébastien, à l'étranger, on a vu Nuccio remporter l'Elite Lopette. Est-ce que ces chevaux français sont taillés pour réussir? Est-ce qu'il y a assez d'épreuves pour eux? On court en batterie là-bas, on a 3 ou 4 courses, on a le critérium de vitesse, on a la course d'Argentan, on a le TGV qui va avoir lieu dimanche à la Capelle. Ça fait un programme qui est relativement mince tout de même sur les courses de vitesse. Mais on s'aperçoit au vu des résultats que ça n'empêche pas les Français de réussir à l'étranger. Timoko a gagné l'Elite Cup. Il y a tout un tas de Français, d'anciens trotteurs qui ont remporté cette belle course. Je crois qu'aujourd'hui, les méthodes d'entraînement ont évolué. On travaille beaucoup sur le fractionné, sur la vitesse, et les chevaux sont capables, même s'il manque peut-être de courses sur le mile, on a quand même à l'entraînement suffisamment de méthodes pour donner de la vitesse aux chevaux, et on le voit à l'étranger. Et il y a une donnée qui est très importante, c'est que pour réussir, n'oublions pas ça, pour réussir sur le mile, il faut beaucoup de dureté. Et les Français, surtout quand on évolue en batterie, parce que bon, il faut récupérer quand même de la première batterie pour vous faites la finale. J'ai vu l'Elite Lopette où la première batterie avait été gagnée par Minou du Donjon. Il avait battu le record du monde, et dans la foulée, deuxième batterie gagnée par Montourbillon qui bat une nouvelle fois le record du monde, et en finale, les deux battus. Et je me suis dit là, on a encore des choses à apprendre dans ce domaine-là. Alors un petit mot avant de retrouver ce que nous disait Jean-Pierre Dubois, un mot sur Timoko, qui est lui notre champion de vitesse, et puis qui là s'est fait un petit bobo. Ouais, visiblement. Mais un peu moins bien, d'après Richard. Voilà, donc il n'ira pas à l'étranger. Non, c'est important de le signaler. Alors que pense Jean-Pierre Dubois? Jean-Pierre Dubois, lui, il est de l'avis, vous allez voir, qu'il n'y a pas assez de courses de vitesse en France. Dans les années 60, j'ai vu Roger Baudron gagner des courses en batterie en France. Nous manquons de compétition sur 1609 mètres à l'étranger. La plupart des grandes épreuves se déroulent sur le mile et en batterie. On a couru en batterie dans le temps, Seb. Bien sûr, moi j'ai eu Roger Baudron au téléphone, et il a une très bonne mémoire. Et il me racontait que durant l'après-guerre, dans les années 50, il a participé à des courses en batterie, même parfois 4 batteries. C'était assez hallucinant avec un seul trotteur. Pourquoi? La raison était toute simple. À l'époque, durant l'après-guerre, il y avait environ 4000 naissances par an. Aujourd'hui, il y en a 12 000. Donc, on courait en batterie parce qu'on ne pouvait pas faire autrement et qu'il n'y avait pas assez de chevaux finalement pour fournir assez d'épreuves dans un programme. Aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de pléthore de chevaux, pléthore de courses, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre Dubois. Moi, je pense qu'il faudrait courir davantage sur le mile, et j'ai peut-être une proposition à faire, si vous me permettez, Bruno. Pourquoi on ne court pas sur le mile dans un tournoi qui est en perte de vitesse, c'est le Grand National du Trot? Ouvrons une épreuve de vitesse sur le mile dans le GNT. Mais sauf qu'à l'étranger, c'est des pistes de 800 mètres, alors que nous, on a des... C'est important ce que vous dites. Y a-t-il une piste vraiment en France où on pourrait faire ça? Non. Je pense que là, Sébastien va être d'accord avec moi, je pense que la plus adaptée serait peut-être où on peut pas le nouveau Longchamp. Cagnes-sur-Mer. mais oui, parce que Commander Crow l'a fait, la piste était rapide, mais à Cagnes, quand vous regardez vous sortez du tournant et vous êtes lancé à pleine vitesse, ça défavorise quand même les chevaux qui sont à la corde. C'est pareil, Timoko était battu sur ça, il faudrait presque déplacer le moment du départ. Le problème à la Capelle aussi, c'est le problème, vous vous retrouvez tout de suite dans le premier tournant. C'est pour ça qu'en France, on court sur 2100 mètres, parce que les pistes sont vraiment référencées pour courir sur ce type de distance. On a toujours eu des chevaux de vitesse. Jean-Pierre Dubois est allé gagner aux États-Unis, beaucoup de trotteurs ont montré leur qualité. C'est Joël Allais que j'ai eu pour préparer cette émission. Disait pour lui que les 1600 mètres, c'est presque un tue-cheval, c'est-à-dire que les chevaux sont en apnée du départ à l'arrivée. Mais le trotteur français a quand même beaucoup évolué. Maintenant, avec l'apport de sang américain, les chevaux ont gagné beaucoup en vitesse. Ils rivalisent, on le voit, avec les étrangers. En place, c'est pareil, messieurs, pour la vitesse, je fais un petit parallèle, parce que c'est quand même une question de programme. Regardez, en Angleterre, il y a 8 groupes 1 sur le sprint. En France, il y en a quoi? Il y en a 2, il y a l'Abbé et le Morny. On ne les gagne pas, Donc, ils viennent, ils nous tapent, c'est normal. Il y a une question de programme. Et l'élevage, il se calque sur le programme. D'accord? Mais c'est différent entre les trotteurs et les galopeurs. On voit le fossé qui est important en termes de vitesse avec les Anglais, notamment au galop. Mais on a un hippodrome, on en a parlé à l'occasion de la dernière émission. On a Maison Lafitte avec une piste qui est l'une des plus longues d'Europe, je crois. Pourquoi on ne court pas plus souvent en ligne droite à Maison Lafitte? C'est une très belle ligne droite qui est sous-exploitée. On aurait même pu faire les Français ont gagné en vitesse et les étrangers ont gagné en tenue. Bien sûr. En tout cas, il y a un garçon qui, lui, est un phénomène sur ces distances-là, c'est Fabrice Soulois. Il adapte ses chevaux, qu'ils soient français, comme un mec d'Érythrée, ou ses chevaux étrangers, à ses distances, et partout où il va, il gagne. Parce qu'il travaille sur le fractionné, sur beaucoup de vitesse, c'est à la mode ça depuis une quinzaine d'années. Il entraîne beaucoup de chevaux étrangers, donc il a adapté sa méthode de travail. Avant, on entraînait les chevaux sur 6000 mètres, on faisait que du foncier, on faisait pas de vitesse. Aujourd'hui, les chevaux, c'est du cardio, ça va très vite. C'est vrai, mais même en faisant ce type d'entraînement avec de la tenue, quand ils allaient là-bas, quand Ourasi est allé courir le March of Dive, ils en ont de la vitesse. Vous parlez d'Ourasi, c'était le phénomène. Voilà, donc et pour certains ici, nos épreuves de vitesse, c'est 2100 mètres. Oui, c'est ça, exactement. C'est drôle.
Mais ça a quand même de la gueule, une épreuve en batterie. Même pour le public. Pour magnifier, magnifier le spectacle. Magnifier le spectacle, c'est extraordinaire. Ouais, pour ça que moi je pense qu'une étape du GNT en batterie avec une distance comme le mile, ça pourrait redonner un petit peu de peps à ce tournoi. Moi je trouve que pour le public c'est vrai, on court une première batterie en début d'après-midi, la deuxième une heure plus tard, temps de récupération, tirage au sort, il y a quand même du folklore autour de tout ça. Quand on regarde en Suède comment ça se passe, on vient, on choisit le numéro et tout, et puis derrière, il y en a qui se cachent un peu pour la finale. Oui, mais Bruno, sauf que si vous faites une batterie puis après la finale, on ne connaît pas les ferrures à l'avance de la finale et on sait que en France, nous, maintenant, on est obligé on peut l'adapter, c'est pas un problème. Regardez, ouais, mais bon, le parieur du matin. Vous pensez que le public qui vient voir, lui, il va se dire il est ferré à 80 grammes, il n'est pas ferré, il est nul. Pour le spectacle. En tout cas, c'est beau la vitesse à l'état pur, non? On y arrive en Suède, on doit bien y arriver en France. Évidemment. Et à pleine vitesse, un trotteur, il va vite. Mais dans les temps, un 1600 mètres au galop, c'est quoi aux Un alentours 1600 mètres au galop, dans les records, vous êtes à 1,33. D'accord. Et là, je me suis amusé à regarder le chrono d'un mec d'Hérépré à Enghien. Il a fait 1,51. Donc, entre 1,51 et 1,33, vous avez quand même un gros écart. Il y a quelques kilomètres-heure d'écart de vitesse. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant, ce thème des 1609 mètres, parce qu'on a vraiment des chevaux de grande vitesse en France. Ils ont de la tenue également, et ils pourraient peut-être défier mieux leurs adversaires si ils bénéficiaient d'un autre programme. Merci, messieurs. On va évoquer tout de suite le week-end avec vous et vos conseils de jeu. Cédric, on démarre avec vous, samedi ou dimanche? Alors, ça sera samedi soir, il faudra attendre avant d'aller coucher, car ça sera la dernière épreuve du programme. Ce sera le 812 Bolide Genilou. Il faut le reprendre impérativement. Il a joué une malchance la dernière fois à Vincennes à la clé. La dernière fois, il s'était baladé sur l'hippodrome de Vichy. Donc, tous les feux sont ouverts, je pense. Pour attendre la 8e, François, il va falloir qu'il en reste un peu. Vous préconisez un cheval de camp? Dimanche, à Chantilly, dans la course du Quintet, Beata, entraînée par Michael Delzangle, c'est la sœur de Bright Sky. Elle est en plein progrès. Elle a été préservée à 3 ans, elle arrive au bon moment dans les handicaps et elle va encore étonner. On pousse gentiment? On pousse gentiment. Sébastien? Ouais, bon, on va pousser à Enghien avec Câlin de Morges, un concurrent estimé dans le centre-est qui va effectuer ses premiers pas au trot monté sur le plateau de Soisy. Et je vous le donne en 1000, il sera monté par Alexandre Abrivard. Ouais, vous étiez convaincant l'autre jour, mais ça n'a pas été suivi du résultat. Hein. Non, malheureusement, c'est vrai. Arsène? Samedi, Newmarket, July Cup, 1200 mètres, groupe 1. Twilight Sun, un concurrent pétri de talent. Il vient de renouer avec le succès, il est sur la montante. Voilà, je le vois vraiment pas sortir des 3, quoi. Je le vois gagner. Voilà, et vous avez ainsi quelques conseils de jeu, pourquoi pas pour participer au Géant de samedi. Merci d'avoir fait cette émission avec nous, j'ai été ravi. Messieurs, à très bientôt. Merci Bruno. Sur le plateau de Rouge à l'arrivée. Et puis, je souhaite à tous les internautes, bien évidemment, de prendre beaucoup de plaisir.